Si déjà tu pouvais te présenter et présenter un peu l'historique, un peu, enfin, comment tu es arrivé à être producteur de ces huiles. Ouais. Alors, ben, moi, mon histoire est un peu assez simple. Moi, je suis donc agriculteur depuis 1982, donc ça commence à faire un petit bail. Et donc, je suis revenu sur la ferme familiale avec mon père qui était encore agriculteur. Et on a voulu rapidement, pour dégager un deuxième revenu donc sur la ferme, pour faire vivre une deuxième famille, il fallait donc soit s'agrandir, donc faire une course aux hectares, moi, ce qui ne me passionnait pas vraiment, soit il fallait se diversifier pour trouver de la valeur ajoutée. Donc, c'est la voie que j'ai pris. Et donc, au début, j'ai fait des productions de semences. Je faisais des semences de gazon, des semences de carottes, des semences de trèfle, voilà, des choses un peu diverses déjà, mais plutôt dans les productions végétales. Et puis, un jour, par hasard, j'ai trouvé l'onagre à produire. Donc, c'était expérimental. On a commencé par ça. On a fait des expériences. Fiche technique, c'était une feuille blanche, donc il fallait tout écrire. C'était assez Ouais. passionnant. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc ça compliquait beaucoup les choses. Donc, j'ai été travailler dans les bibliothèques à Bordeaux, à l'ITERG, à Montpellier, au CIRAD, voilà, pour trouver un peu de documentation. Voilà, je me suis lancé dans la culture de l'onagre. Après ça, quand j'ai commencé à vouloir la valoriser, j'ai trouvé quelqu'un pour me la presser au départ. Et puis après, des clients pour me l'acheter. Et puis après, on m'a demandé de la bourrache. Voilà. Après, on m'a demandé des capsules. Et de fil en aiguille, on est parti avec un demi-hectare. Donc ça, c'était en 87. Et maintenant, on a une trentaine d'hectares d'onagre et de bourrache, grosso modo, chaque année, un petit peu en fonction du parcellaire et des besoins de la clientèle. Parce Voilà. que du coup, c'est deux plantes qui sont quand même rares en France. C'est des plantes rares, mais si tu veux, quand j'ai voulu me diversifier, je me suis dit, si tu veux faire quelque chose d'intéressant, il faut faire quelque chose que les autres ne font Différent. pas. Voilà, quelque Mm, chose que les autres ne font pas, ça sera quelque chose de difficile. mm. Parce qu'en agriculture, s'il y avait quelque chose de facile, qui marchait bien, qui rapportait, tout le monde le ferait. Donc Voilà, ça se voilà. saurait. Voilà, moi j'ai eu la chance un peu de partir là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, donc c'était en 87, toi tu t'en souviens peut-être pas, mais Mm. dans les pharmacies, il y avait des grandes affiches où on présentait une crème qui s'appelait Onagrine. Ah oui, par contre, la crème est connue, Voilà, tu as oui. peut-être entendu parler Mm. d'Onagrine. Donc c'était donc Onagrine, Onagre, voilà, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, attends, Onagrine, ça doit contenir de l'onagre. Effectivement, ça contenait 1% d'huile d'onagre. Voilà. Mais il y avait le mot, c'était mis en valeur. Donc, je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, m'intéresser à la transformation et puis après à trouver des clients. Donc, j'ai trouvé mes premiers clients en allant sur Paris visiter des salons. À l'époque, tous les mois, il y avait des salons de produits naturels à Paris. C'était plutôt grand public. Donc, j'ai fait des visites, puis proposé mes produits. Puis voilà, comme ça, j'ai réussi à démarrer. Avec Et, du coup l'alimentaire au départ, plus ce complément plus alimentaire, voilà. complément alimentaire. Complément alimentaire. Au départ, on a surtout travaillé la capsule parce qu'à l'époque, ça marchait très bien. Et donc, c'est un produit qui était facile à stocker, facile à vendre. Au début, on a commencé donc en vrac, sans notre marque. Et puis après, très vite, on a mis sous notre marque, donc la marque Daniel Rouillard. On a embauché des commerciaux et puis on est parti pour l'aventure. Voilà. Donc, Super. et depuis maintenant plus de 30 ans, ça marche. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on a des clients depuis le début. Les premiers clients qu'on a eu Fidèle. vraiment, ça a commencé dans les années 90. Et on en a avec qui on travaille toujours. Donc, quand tu dis que tu as des clients depuis 30 ans, c'est que tu arrives à les satisfaire. Ouais. Bah oui, oui. Et est-ce que tu as vu une évolution de, je sais pas, de la demande ou de l'intérêt pour les huiles Alors, ouais, nous la grosse évolution qu'on a eue, c'était dans les années 2000, quand est apparu du bio, de l'onage et de labourage bio.
Nous, on était en conventionnel parce que en bio, c'est très, très dur à faire. Donc, dans les années 2000, l'arrivée de la bio, qui arrivait de très loin, de Chine. Mm. Et, euh, et là, on a vraiment senti une bascule. Donc, nous, on a essayé de faire de la bio. Pour nous, ça a été le fiasco parce qu'on n'a pas réussi à produire. Ou le peu qu'on a produit n'était pas d'une qualité terrible. On avait eu des problèmes d'acidité de l'huile parce que la graine était mal séchée, problème de mauvaises herbes. Après, les agriculteurs avec qui je travaillais ont eu beaucoup de problèmes de production. Donc, on a essayé pendant 3 ans d'échecs. Bon, on a tiré une croix dessus. Mais voilà, nous, la grosse évolution, ça a été ça. Ça a été la bio chinoise qui est arrivée à un prix défiant tout Mm. concurrent et qui avait un label bio. Et nous, on a perdu pas mal de marchés à ce moment-là, notamment avec les Biocoop qui, comme ils avaient de la bio, ben, ils ne voulaient plus Ouais. des référencés. Et donc ça a été très dur, surtout on n'a pas réussi à produire en bio. Donc là, on a un peu failli baisser les bras et puis on s'est dit non, non, il faut se ressaisir, il faut continuer ce qu'on fait. On a un produit qui plaît à nos clients, tant pis s'il y en a qui préfèrent de la bio parce que c'est plus facile à vendre. Euh, et les clients avec qui on travaillait, qui nous connaissaient bien, ont préféré continuer avec nous. Et maintenant, on a eu un retour justement là-dessus. Beaucoup enfin, de nouveaux clients viennent vers nous parce qu'ils nous disent qu'ils préfèrent un local avec une traçabilité, avec une qualité. Nos clients professionnels viennent voir chez nous comment on travaille. Et ça, maintenant, bah, ça plaît. Et puis, le problème de la bio, pour nous, c'est du passé, quoi. Oui, parce qu'en plus, il est des fois mentionné qu'elle est française parce qu'elle est pressée en France, mais les graines viennent Ben, elles viennent de de loin. Chine. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de producteurs en agro-bourrache en France. Ceux qui en font en bio la font souvent en vente directe parce qu'ils ont que des tout petits volumes. Ouais, Bon, nous, on a choisi de produire en quantité plus importante, euh, en conventionnel, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt de faire de la vente professionnelle que de la vente au particulier. d'accord. Parce qu'on a du gros matériel à amortir, donc on est obligé de faire un peu de volume. Mm. Et puis, on peut pas et produire avec beaucoup de travail manuel, beaucoup de travail sur l'exploitation et passer du temps à la vente. Mm. La vente aux particuliers, c'est trop chronophage. Mm. Enfin, on y arrive. Et après, bon, tu dis que vous êtes en culture conventionnelle, mais je sais que tu as des méthodes quand même particulières Oui, et alors, ouais, moi, ce que je dis, c'est qu'entre le bio et l'industriel, il y a toute une panoplie d'agriculture qui est un petit peu en fonction de chaque agriculteur. Bon, moi, par exemple, sur la bourrache, on ne met aucun produit. Mais par contre, on perd énormément de graines. Et la bourrache, bah, pour ceux qui connaissent, quand vous en avez dans le jardin, c'est une plante étouffante, mm, donc qui va tout étouffer. Donc nous, étant conventionnels, dans notre rotation, on va pouvoir détruire la bourrache avec un herbicide. Voilà, mais dans certains pays, ma bourrache, elle serait labellisable bio, mais pas en France, parce qu'en France, on a un cahier des charges qui est très strict et qui est rigoureux et qui est sérieux. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus laxiste. ouais, Voilà. Et donc, quand ça arrive de l'autre bout du monde, tu te dis que bah, c'est peut-être produit dans des conditions peut-être moins claires que chez toi, ouais, mais, mais tu es concurrencé par, voilà, comment dire, par une concurrence un peu déloyale. ouais, ah ouais, c'est sûr. D'accord, donc la bourrage, par exemple, ouais, tu la traites pas, c'est juste pour la détruire C'est pour la à la détruire fin, en dans fait. les autres cultures, parce qu'on est obligé d'avoir une rotation. On ne peut pas faire la culture de la bourrache tous les ans dans la même parcelle. Moi, la bourrache, on revient minimum 4 ou 5 ans après. Voilà. D'accord, Donc, tu fais des rotations. après ma récolte de bourrache, ben là, j'ai récolté ma bourrache au mois de juillet. Là, dans 3 semaines, un mois, je vais semer du blé dans la même parcelle. L'année prochaine, je sèmerai du tournesol. L'année d'après, je sèmerai du blé. L'année d'après, peut-être une autre culture ou de la bourrache. Mais voilà, il faut au moins 4 ans entre deux cultures de bourrache sur la même parcelle, par exemple. Pourquoi, du coup? Pourquoi? Ben parce que sinon, si tu en fais toujours au même endroit, tu vas avoir une flore qui va comment dire, s'adapter. Donc, tu auras beaucoup de mauvaises herbes. Tu vas avoir déjà toutes les repousses de bourrage qui vont
de modifier les densités d'implantation. Donc, si tu as trop de plantes au mètre carré, bah, elles vont monter, 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 et puis rien faire. Donc, il faut avoir juste la bonne dose au bon endroit. Voilà. Après, tu vas pouvoir développer des insectes, un insecte spécifique. Si tu as toujours la même plante au même endroit, ben, l'insecte va avoir des conditions favorables pour se développer et puis peut-être t'anéantir la culture. Donc, si tu ne veux pas utiliser trop de produits, ben, il faut utiliser les méthodes naturelles de rotation, voilà, de diversité de culture. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi? C'est de l'agriculture raisonnée? Enfin, c'est comme ça Ben, que on on raisonne appelle. beaucoup, oui. Ouais. On raisonne, on expérimente, voilà. Mais moi, je dirais, bah, tu vois, en ce moment, bah, il y a l'épidémie de Covid. Bon, tu peux être pour l'homéopathie, mais si je me chope le Covid, bah, je ne refuserai pas qu'on me soigne avec d'autres méthodes que de l'homéopathie. Oui, Je bien pense sûr. qu'en agriculture, c'est pareil. Bon, on tape sur les pesticides, ok. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Vaut mieux du datura dans les cultures, une plante hyper toxique, ou est-ce qu'il vaut mieux désherber et puis pas avoir de datura et pouvoir vendre en sécurité nos produits? Voilà, je crois que il faut pas, il n'y a pas blanc et noir, il n'y a pas bon et mauvais, il y a le raisonnement pour voir bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le mieux possible, pour qu'on prenne le moins de risques possible en vendant notre produit. Euh, Moi, quand je vends mon produit, je marque mon nom dessus. Oui. Euh, Si j'ai un lot qui est infesté de datura, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'empoisonne les gens avec l'alcaloïde du datura qui t'envoie les gens à l'hôpital, ou est-ce que je mets mon lot à la poubelle? Ben, si je mets mon lot à la poubelle, ça ne durera pas longtemps. Ouais. Et si j'empoisonne les gens, Ça ça ne durera durera pas pas longtemps. longtemps. Donc il faut trouver l'équilibre voilà, pour faire un bon produit qui soit bon, qui soit sain, qui soit avec le moins possible d'intrants, mais qu'on puisse satisfaire tout le monde. Ok. Et bon, moi, j'analyse chaque année, j'analyse mes graines. Et là, ça fait bah, toutes les dernières années, depuis qu'on fait ça régulièrement, on a beaucoup de produits qui sont même sans trace de résidus. Donc, on fait une analyse sur 75 molécules, donc qui englobe toutes celles qu'on peut utiliser sur la ferme. Et bon, bah, c'est propre, hein, voilà. Ok, super. Moi, je n'ai pas à rougir de mon produit. Voilà. Je me dis, après tout, si mon produit n'était pas bon, bah, il y a longtemps qu'on Ouais. aurait pu pire. Ouais, ça, c'est clair. C'est un Voilà. bon. Et quand je vais sur le site voir tous les commentaires qu'on me laisse, bah, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Super. Et du coup, à quel moment tu es arrivé ou par quel biais, comment ça se fait que finalement ton huile a aussi été proposée en cosmétique? C'est une demande que tu as eue? C'est toi qui as cherché à diversifier? Alors, ça a toujours été, enfin, j'ai toujours travaillé et pour la diététique et pour la cosmétique, si tu veux. Ok. C'est des huiles qui ont, quand on les utilise en diététique, c'est pour bénéficier de leurs vertus cosmétiques en interne. Oui. Quand tu absorbes l'huile, tu bénéficies de l'acide gamma-linolénique qui te donne un effet intéressant sur la peau, même en l'avalant. Bien Et sûr. donc, voilà, on a travaillé pour les deux dès le départ. On D'accord. avait dès le départ des petits labos de cosmétiques avec qui on a travaillé. Ok. Donc, c'est le même produit, c'est simplement la TVA qui change quand tu le vends en diététique et en cosmétique. Ouais. C'est tout, mais Ok. autrement, voilà. Et puis après, maintenant, on s'est adapté, on a mis toutes les fiches de sécurité. Voilà, on a tous les documents à proposer quand les gens nous le demandent. D'accord. Donc c'est toi qui as qui a dû créer les fiches de sécurité, les fiches techniques. Voilà, bah, quand on a commencé à me le demander, je sais pas, il y a 10 ou 15 ans, quand ça a été mis en place. Ouais. Donc là, moi, j'ai travaillé avec des pharmaciens conseils pour établir justement tout ce qui était réglementaire. Parce que déjà, il y a eu l'arrêté plante, il y a eu les déclarations pour les compléments alimentaires, déclaration ADG, CCRF. Voilà, bon, moi, tout ça, je ne savais pas faire, donc j'ai pris conseil et j'ai fait faire par un cabinet de pharmaciens conseil que j'avais rencontré en tant que client autrefois. D'accord. Ok.
Après, bon, c'est vrai qu'on est dans un petit milieu et finalement, on finit par connaître les gens, rencontrer les gens. Et c'est vrai que pendant plus de 20 ans, on a fait le salon Natexpo. Oui, On exposait là-bas, là, maintenant, on a arrêté. Mais sur le salon, bah, finalement, on rencontrait plein de gens, on avait plein de tuyaux, on recoupait des informations, ouais. on rencontrait des gens qui nous proposaient leurs services. Et voilà, c'est comme ça aussi Mm. qu'on a pu avancer. Ouais, se faire un réseau, quoi. Enfin, Oui, voilà, rentrer c'est dans le ça, réseau. un réseau. Ouais. Ok, top. Et du coup, ah oui, si, je voulais juste savoir quel type de clientèle tu as, du coup. Bah, est-ce que tu travailles avec des petits, des moyens, des très gros, tout le monde? Alors, moi, Comment? je peux travailler avec tout le monde, sauf avec les gros, je dirais. Parce que c'est simple, bah, j'ai pas le volume pour satisfaire un gros client. Donc, je préfère avoir une multitude de petits clients que de travailler uniquement avec un gros. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant et puis, je dirais, entre guillemets, beaucoup plus sympathique aussi. Mm. Parce que c'est vrai que bon, on a beaucoup de petits clients à qui on va fournir 1 ou 2 litres par an ou 10 litres par mois. Voilà, on s'adapte aux besoins. Mais voilà, moi, quelqu'un qui va me demander une tonne d'huile, moi, je lui dis Ouais. pas non, mais je fais en sorte que ce soit lui qui dise non. Ouais. T'assouplis pas les règles, tu les durcis quand. Ok. Et ça, juste pour information personnelle, à ton avis, pourquoi c'est si difficile de trouver finalement des producteurs français autres que huile d'olive, tournesol et colza qu'on trouve partout? Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en termes de diversité, c'est un peu compliqué. Est-ce que toi, tu as une idée, enfin une réflexion là-dessus où tu trouves que vous êtes beaucoup en fait, mais vous êtes caché? On est peut-être caché, c'est vrai. Bon, moi, je suis entre guillemets assez caché parce qu'on n'a pas on n'a pas le potentiel pour couvrir le marché national. Et puis moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif, c'est de vendre ma production, produire ce que je vends, trouver un équilibre entre le travail, le revenu et la vie, parce qu'on ne Mmh. va pas passer son temps à bosser comme des malades. Euh, pour gagner quoi de plus? Enfin voilà, Ouais, il faut aussi savoir pourquoi on veut travailler. exactement. Mais bon, ce que je dirais quand même, c'est que notre démarche qu'on a fait de produire, transformer, commercialiser, c'est un sacré boulot. Hein. Ouais, ben, ouais. Et bon, moi, je fais ça avec mon épouse. On a fait ça pendant presque 30 ans à deux. Là, on vient d'embaucher parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Bon, c'est vrai qu'en vieillissant, on court un peu moins vite. Il y a ça aussi. Et puis qu'on a envie un peu de souffler. Donc là, on vient d'embaucher un jeune pour nous aider. Mais moi, je crois que c'est quand même un frein dans la diversification. Déjà, de trouver comme l'onagre et labourage, trouver des productions complexes à produire et à transformer et à vendre, voilà, c'est un sacré challenge. Ouais. Faire du colza ou du tournesol, bon, c'est beaucoup plus facile au niveau technique. Tu fais des gros volumes, bon, après, Mmh. vois que tu en trouves beaucoup. Trouver voilà, ces productions marginales, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Bon, là, moi, j'en connais qui essayent du cartam. Oui. Voilà. Moi, j'essaye la nigelle aussi. Ça fait Oh trois là ans qu'on là. se casse, ça fait non, 2 ans qu'on se casse la figure. On n'arrive pas à produire. Ah ouais. Là, on refait encore des expérimentations différentes, mais c'est compliqué. Ouais. Voilà, dès qu'on sort des sentiers battus, c'est très compliqué. Oui, c'est de l'expérimentation Il aussi. y a beaucoup d'expérimentations. Faut consacrer beaucoup de temps et pas forcément en tirer quelque chose derrière. Ouais. Il faut des explorateurs, quoi. Faut beaucoup de passion, je dirais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, super. Bah écoute, moi je pense que j'ai un peu tout. Voilà, après moi dans l'article, de toute façon, je présenterai aussi les produits. Attends, Yann, tu peux me tirer juste le rideau parce que je vais finir aveugle. Tu as de la chance, tu as du soleil. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est vraiment. Ça va être juste pour le live. Super, merci. Voilà. Parce que ça fait 3 jours qu'on a de la pluie, mais Ouais.
Nous aussi, de la pluie et du froid. Voilà. Mais oui, je disais, voilà, dans l'article, après, je présenterai les différentes huiles que tu fais, leurs propriétés, etc. Euh, et du coup, bah, je pense qu'on a toutes les infos. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose ou Bon, qu'est-ce pas que je peux dire? particulièrement. Si, bah maintenant, voilà, depuis 2 ans, on s'est équipé d'une petite presse artisanale. Et donc maintenant, on fait notre pressage nous-mêmes, ce qui nous permet de presser plus régulièrement, en petite quantité, et d'offrir une huile la plus fraîche possible. Donc tu vois, là j'ai pressé la semaine dernière et aujourd'hui j'ai de l'huile qui part chez des clients. Donc, Ouais, tu presses presque à la demande? c'est Enfin, presque, ouais, ouais, on a toujours, ce que tu as vendu? on essaye d'avoir un petit peu de stock, voilà, pour répondre quand c'est 1 litre ou 2. Mais quelqu'un qui va me demander 25 ou 30 litres, on va lui faire pratiquement à la demande. Mm. On aura rarement les 25 ou 30 litres en stock prêtes. Voilà. Voilà, donc ça, voilà ce que je peux te Mm. dire aussi. Et puis, si quelque chose d'important aussi, c'est depuis 2 ans maintenant, on a la reconnaissance Slow Cosmétique. Ah oui, c'est vrai, je voulais Voilà. en parler Ouais. quand on Et parlait du bio. on parlait du bio, voilà. Donc là, voilà, j'avais contacté l'association pour leur proposer mes produits, voilà, savoir comment il fallait faire et tout. Et puis, j'ai eu comme réponse que Julien Québec passe dans ta région telle date, donc il va venir te voir. Et voilà, et donc Julien est passé nous voir, il a visité la ferme, on était en train de récolter la bourrage justement à l'époque. On lui a montré toutes nos installations, ce qu'on faisait et tout, et ça l'a vraiment intéressé, et on a obtenu donc la mention Slow Cosmétique. Donc Super. voilà, pour nous, c'est quand même un gage de reconnaissance de la qualité. Ouais. Et c'est vrai que cette mention nous ouvre beaucoup de portes en cosmétique, notamment avec les petits laboratoires qui recherchent de la qualité. Mm. Et c'est vrai qu'on fournit pas mal de marques slow. Ouais. Bah, j'ai fait un interview justement avec Constance, Oui, je qui l'ai est, vu. voilà. Ouais. Et justement, on parlait de la charte pour obtenir la mention et tout, et le fait qu'ils étaient aussi très 360. Enfin voilà, c'est pas que la production aussi, c'est les valeurs, c'est enfin tout est englobé quoi, le marketing, la communication Voilà, c'est global, globale. c'est pas juste on fait du bio avec du produit chinois, Ouais, ben puis non, à ça s'impose côté, pas, quoi. ouais, Voilà, c'est ça. euh, Il faut que on fait pas du l'éthique aille business. avec. Mm. Ouais. Non, non, moi j'apprécie beaucoup leur démarche et l'état d'esprit. Ouais. Ouais. Bah, nous, on a fait certifier aussi les ateliers et la formation en slow. Ah oui, Voilà, parce qu'ils certifient en fait toutes les activités. Enfin, on peut faire certifier les activités autour de la slow en fait. Donc, hmm. ils font les producteurs comme toi, les marques, Ouais, les ouais, non, mais ateliers, les formations. C'est intéressant. c'est global et c'est très intéressant, je Mm. trouve. Hmm. Ouais, ouais. Et puis c'est tout un réseau aussi qui est positif. Ouais. Mm. Mm. Super. Oui, oui, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner parce que je voulais en parler quand on a parlé du bio et puis hop, on a Voilà, bifurqué. on est dit. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, bah moi c'est top. Merci beaucoup d'avoir accordé un peu de temps.